Des IA du futur qui veulent détruire l'humanité, des possessions démoniaques, on va pas parler de Warhammer 40 000, mais de philosophie politique sous amphétamine. Au début des années 90, sur le campus de l'université de Warwick, toutes sortes de rumeurs circulent à propos d'un enseignant-chercheur en philosophie. On raconte parmi les étudiants qu'il prétendrait être un androïde venu du futur pour exterminer l'humanité. Il passe énormément de temps au bar proche du campus, à enchaîner les clopes en polémiquant sur toutes sortes de sujets avec les élèves de premier cycle et en leur payant des coups. Le maître de conférence d'une trentaine d'années seulement fascine ses élèves. Pendant les cours, il saute debout sur les chaises durant des envolées dramatiques. Nick Land est un excentrique qui évolue en marge des institutions. Il est l'un des rares enseignants dont le travail et les cours portent sur la tradition philosophique continentale. À la base, la philosophie continentale, c'est pas du tout un courant philosophique unifié. C'est plutôt une manière pour les philosophes dits analytiques de désigner les autres traditions philosophiques. La méthode analytique étant dominante chez les anglo-saxons, par contraste, tout ce qui n'est pas analytique, c'est continental. Et donc certains anglo-saxons, comme Nick Land entre autres, reprennent à leur compte l'étiquette continentale. C'est en 1995, dans cette même université qu'il cofonde avec quelques figures montantes de la gauche intellectuelle d'avant-garde britannique, le CCRU, pour Unité de recherche en culture cybernétique. Pour beaucoup d'autres chercheurs, le projet n'a aucune valeur académique. Une feuille placardée sur une porte, tout au plus. Pourtant, ce collectif expérimental, comme il préfère s'appeler, est très actif. Ils organisent des événements comme les conférences Virtual Futures, durant l'une desquelles Land hurle dans un micro, en se roulant par terre pendant que des DJ passent de la jungle. Bien que le CCRU puisse avoir des allures de prétexte pour quelques intellos à faire les intéressants dans des milieux branchés, des penseurs et penseuses influents sont à l'origine du projet, tels que la cyberféministe Sadie Plante ou encore Mark Fisher, qui trouve encore aujourd'hui en France un certain écho dans les milieux de gauche radicale. Le CCRU ne se contente pas d'organiser des concerts de jungle déguisés en conférences. Leur travail est influencé par des auteurs tels que Marx, Deleuze et Guattari, mais ils portent aussi sur des œuvres moins théoriques, comme la SF cyberpunk, et des mouvements d'avant-garde français, le surréalisme, le dadaïsme et le situationnisme. C'est tout de même au sein du CCRU que seront élaborés des concepts qui deviendront par la suite très discutés jusqu'à nos jours, comme l'accélérationnisme, sur lequel nous reviendrons, ou encore la théorie-fiction en tant que nouveau genre littéraire. Rapidement, Nick Land s'impose comme une figure centrale du CCRU. Son bureau devient le cœur battant du collectif, et il y passe parfois plusieurs jours d'affilée devant son ordinateur, des paquets de nouilles instantanées s'entassant dans les coins. Certains élèves ont le privilège d'y traîner et d'y fumer quelques joints en sa compagnie. Quand le CCRU déménage ses locaux, certainement sous la pression de l'université de Warwick, c'est pour s'installer à Royal Leamington Spa, dans l'ancienne demeure de l'occultiste Aleister Crowley. En effet, à cette époque et sous l'influence de Land, le CCRU commence à incorporer dans ses travaux des éléments issus de divers courants d'occultisme et de la littérature horrifique Lovecraftienne. À ce stade, il devient difficile de savoir comment qualifier la démarche du groupe. Est-ce une sorte de performance artistique, un véritable groupe occulte, ou juste un squat de marginaux? Toutes sortes de drogues sont quotidiennement consommées par les membres comme stimulants. De la MDMA, du modafinil et des amphétamines sous toutes leurs formes. Ils prétendent être entrés en contact grâce à des rituels nocturnes avec des démons lémuriens capables de voyager dans le temps. Ils apprennent la numérologie magique auprès d'une bête des abysses appelée Nomo. Land serait possédé par diverses entités démoniaques qui veulent à travers lui créer une géocryptographie schizo-analytique pour remplacer la psychanalyse. Après c'est des démons, la clarté c'est pas leur point fort, c'est sûr. Il est impossible de savoir si les membres du CCRU croient vraiment en tout cela ou s'il s'agit d'une forme extrême de théorie fiction. Mais pendant ce temps, Nick Land, lui, sombre réellement. Robin McKay, qui le fréquentait à l'époque, dira, dans tous les sens du terme, normatif, clinique ou social, Land était tout simplement devenu fou. Voici à quoi ressemblent les notes de Land à cette époque. Drogue hypersynthétique, clique dans le vaudou numérique. Rétro-maladie, nanospasme, en convergence avec la singularité de la fusion terrestre, la culture de l'élimination progressive s'accélère à travers un paysage plastique chauffé à la numérisation, passant par des seuils de compression normalisés en courbes logistiques intensives. 1500, 1756, 1884, 1948, 1980, 1996, 2004, 2008, 2010, 2011... Rien d'humain ne ressort du futur imminent.
Le texte que je viens de vous partager s'intitule Meltdown, littéralement effondrement, et c'est bien le témoignage d'un authentique effondrement psychique vécu par Land. C'est le dernier texte qu'il produira pendant sa période CCRU. En effet, puisqu'en 2003, le CCRU est dissous et Land part s'installer à Shanghai. Il ne donnera plus de signes de vie jusqu'au milieu des années 2010. Pour bien comprendre la suite du parcours de Nick Land et son évolution, il va falloir qu'on parle en détail de ce que c'est que l'accélérationnisme. L'accélérationnisme est une idée controversée à la base de plusieurs courants de pensée politique parfois opposés. Il y a plusieurs accélérationnismes. C'est plutôt un ensemble de théories politiques qui partent en fait de la même idée. Cette idée, au cœur des différents courants accélérationnistes, est l'intensification volontaire des dynamiques et processus du capitalisme pour provoquer son dépassement, et en quelque sorte tourner cette page de l'histoire. Donc, accélérer l'histoire. L'accélérationnisme en tant que concept, ça vient du marxisme. C'est directement influencé par le marxisme. Seulement c'est assez controversé puisque ça vient d'une lecture, disons, non orthodoxe du corpus marxiste. Alors je vais peut-être pas vous faire un cours de marxisme, parce que je sais pas encore exactement à qui je m'adresse avec cette chaîne. En gros, Marx nous explique que le capitalisme produit lui-même les conditions de son propre dépassement. Énoncé comme ça, on pourrait se dire du coup, l'accélérationnisme, c'est un truc un peu logique. Mais bon, c'est une compréhension un peu simpliste du cadre marxiste, qui est matérialiste, qui intègre un peu la contingence. Je vais pas rentrer dans les détails, mais gardez à l'esprit que l'idée est quand même vachement contestée. Donc il y a un accélérationnisme de gauche qui est très débattu, mais dont l'horizon, c'est un horizon progressiste, c'est le dépassement, la sortie du capitalisme, et l'avènement d'une société plus juste, plus égalitaire, vers le communisme, l'anarchisme, ça dépend un petit peu des étiquettes de chacun. Et il y a toute une constellation d'accélérationnisme de droite et d'extrême droite, qui ont surtout en commun de reprendre l'idée centrale de l'accélérationnisme, à savoir l'intensification du capitalisme, mais avec des horizons différents. Il y en a qui veulent juste un capitalisme plus intense, plus radical, éternel. Il y a aussi des courants d'extrême droite qui reprennent l'étiquette accélérationniste, mais qui, eux, s'en foutent du capitalisme. Ils veulent accélérer la guerre raciale. Ils ont leurs propres thèmes et préoccupations, quoi. Et enfin, il y a l'accélérationnisme qui domine la Silicon Valley, qui est probablement le plus proche de celui de Nick Land, ou en tout cas son continuateur le plus fidèle, et de loin le plus influent. Parfois appelé l'accélérationnisme efficace, le but est ici de pousser l'innovation pour provoquer une singularité technologique. Un point de non-retour où l'évolution technologique deviendrait imprévisible et irréversible, notamment à travers l'avènement d'une super-intelligence artificielle. Alors ça, il y a encore 2 ans, c'était pas une préoccupation très sérieuse. C'était de la science-fiction, une idée d'illuminé presque. Et aujourd'hui, il y a un enjeu très concret, un débat très vif, très intense, qui anime le monde de la recherche autour de cette question de la potentielle survenue d'une super intelligence artificielle. C'est plus du tout une perspective délirante. On peut comprendre pourquoi jusqu'à récemment c'était difficile de prendre Nick Land au sérieux. C'est quelqu'un qui parle encore très sérieusement aujourd'hui du fait qu'il est possédé par des démons. Surtout il y a l'héritage de la théorie fiction qui lui fait préférer des énoncés, on va dire, sensationnels. Comme par exemple l'idée que le capitalisme est déjà une forme d'intelligence artificielle, une anticipation de l'intelligence artificielle. Rétrochronique, comme il le dit. Il est ambigu, une manière de formuler le truc qui fait penser que l'IA aurait envoyé le capitalisme depuis le futur pour favoriser sa propre émergence. Il a adoré Terminator, c'est tout. Alors ça, oui, c'est une façon de le présenter, mais on pourrait tout aussi bien dire que le capitalisme crée les conditions d'émergence de l'IA. Puis là, on a une causalité linéaire un peu plus classique, c'est moins sensationnel tout à coup. Mais si on s'arrêtait aux démons, aux amphétamines et au voyage dans le temps, on manquerait quelque chose. Si j'ai décidé de consacrer un essai à ce philosophe mal connu, c'est parce que je pense très sincèrement que l'histoire le retiendra comme l'un des penseurs les plus influents et les plus importants de notre époque sur le plan politique, puisque ses idées inspirent en ce moment même des doctrines concrètes et des mouvements réels. Quand Nick Land réapparaît en ligne depuis Shanghai, c'est pour embrasser le mouvement néo-réactionnaire, initié par Curtis Yarvin, et poser les bases de ce qui deviendra les Lumières sombres. Considérant que la démocratie est devenue un frein à la liberté, il prône à présent l'avènement d'un techno-capitalisme autoritaire et sans limite.
Comment on peut comprendre ce virage politique, puisqu'il s'agit bien d'un virage politique? À la base, le CCRU, c'est plutôt orienté à gauche. Mark Fisher, par exemple, il est connu comme marxiste, ou post-marxiste, critique. Je vous passe les étiquettes, en gros, c'est un gauchiste, quoi. Pour arriver à saisir ce changement total, il est important de comprendre le cheminement intellectuel de Land. À un moment ou un autre, Land en vient à penser que l'humain n'a plus d'agentivité. Il conçoit le mode de production capitaliste comme une entité autonome qui guide la marche de l'histoire à notre place, et que l'on n'y peut plus rien. Ça, c'est une idée qui lui vient directement de Deleuze et Guattari, sauf qu'il la pousse un peu plus loin, il la radicalise, mais c'est pas du tout une idée inédite. Elle se développe indépendamment chez plusieurs penseurs, parmi lesquels Jacques Ellul, ou bien encore Lewis Mumford, avec sa méga machine. Pour chacun de ces philosophes, le propos central, c'est que l'agentivité historique de l'humain, elle est illusoire. Soit qu'on l'a perdue, soit qu'on l'a jamais eue. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est pas du tout une idée farfelue en réalité. Ce constat a chez Land pour effet de le faire sombrer dans un anti-humanisme radical. Jugeant que l'humanité n'est pas le moteur de sa propre histoire, il faut maintenant la considérer comme obsolète et œuvrer à son dépassement. Il adopte des positions transhumanistes, voire post-humanistes. Land pense que l'humanité n'était qu'une étape nécessaire à l'avènement d'une forme d'intelligence plus grande. Et dans un premier temps, en tout cas, il ne semble pas évident de savoir s'il prédit cet avènement ou s'il l'appelle de ses vœux. En effet, dans ses thèses, Land mêle sans cesse et de façon ambiguë les registres descriptifs et prescriptifs, si bien qu'on ne sait jamais s'il se voit lui-même comme le prophète résigné d'un sombre futur qu'il pense inévitable ou s'il fantasme les horreurs qu'il nous prédit. C'est une posture de neutralité qu'il adopte. Il voudrait bien nous faire croire que lui c'est juste un diagnosticien. Voilà, c'est comme ça, on contrôle rien, ça va arriver, donc autant l'accepter, autant accompagner le mouvement. Derrière sa posture de lucidité nihiliste, on voit se dessiner un fantasme authentiquement aristocratique, assez typique de tout ce qui est autoritaire, surtout caractérisé par un mépris essentialisant des masses, conçues comme crétines et serviles, donc à leur place fonctionnelle dans un système qui les asservirait. Par exemple, quand il relaie les thèses du blog eugéniste evolution.com, partant du principe que la majorité de l'humanité n'acceptera pas volontairement des politiques qualitatives de gestion de la population, toute tentative d'augmentation du QI de l'ensemble de la race humaine serait incroyablement lente et fastidieuse. Un tel eugénisme serait donc pratiqué par des groupes d'élite, dont les réalisations dépasseraient si rapidement et si radicalement le tempo habituel de l'évolution qu'en 10 générations, le nouveau groupe aurait dépassé notre forme actuelle de la même mesure que nous dépassons les singes. Voilà, l'ambiance. Techno-féodalisme, eugénisme, les pires clichés de dystopie de merde présentés comme désirables, ou en tout cas inévitables. Il devient capital de constater l'extrême cohérence de la pensée landienne. Celui qui a contribué à conceptualiser la théorie-fiction et l'hyperstition, et à intégrer à ses travaux des éléments issus des fictions d'anticipation cyberpunk, influence à présent les techno-corporatistes, contre lesquels ces mêmes fictions nous mettaient en garde, et participe à rendre ces dystopies réelles, en leur fournissant des outils conceptuels. Par son refus de choisir entre prescriptif et descriptif, Land performe l'hyperstition. En décrivant ses visions du futur comme inévitables, il contribue, selon sa propre logique, à les rendre inévitables. Et ceux qui se réclament explicitement de sa pensée ont les moyens d'agir sur le monde. Ils sont actuellement au plus proche du pouvoir politique états-unien, dans l'entourage du président Trump. J'ai déjà cité Andreessen, mais on peut aussi citer Steve Bannon, une des têtes de file du mouvement MAGA, ou encore Peter Thiel, un autre milliardaire de la tech. Tous sont des décisionnaires de premier plan dans le développement de technologies qui sont déjà en train de bouleverser nos sociétés. C'est dans la Silicon Valley que le destin du monde est peut-être bien en train de se jouer. Les risques liés au développement de l'IA sont réels, certes difficiles à estimer, mais suffisamment préoccupants pour les prendre au sérieux, avec le plus grand sérieux du monde. De nombreux chercheurs alertent, il est urgent de mettre en place des normes et de réguler le développement de cette technologie, parce qu'il pourrait bien s'agir d'une menace existentielle. Mais la poignée de personnes aux commandes de ces projets adhère à une idéologie qui refuse toute régulation et veut plus que tout accélérer le mouvement. Il y a des gens un peu illuminés qui
croient que avec la venue de super intelligence, ils vont pouvoir se télécharger dans des intelligences artificielles. Puis, advienne que pourra avec l'humanité, eux, ils vont être comme des dieux, puis ils seront immortels. Moi, je pense que c'est pas réaliste comme scénario de point de vue scientifique. Puis surtout, c'est comme dire qui crève, moi, je vais devenir un dieu. Mhm. Ils le disent pas de même, mais c'est ça la vibe qu'on retrouve beaucoup dans la Silicon Valley. Et c'est des gens qui veulent qu'on accélère sur le développement de l'intelligence artificielle puis qu'on élimine toutes les barrières. Puis ça inclut... Là, vous m'enregistrez ou pas, là? Ça tourne? Oui, ça tourne. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas de parler Là, c'est parce que je ne veux pas nommer des gens. Je comprends, mais si vous pouvez me le dire, puis on l'enlèvera. Si on garde ce bout-là, premièrement. Parmi les gens les plus riches au monde, il y en a qui croient ça. Qui sont des accélérationnistes. Oui. Qui se disent allons le plus vite possible. Puis qui sont prêts à prendre des risques avec l'avenir de l'humanité en se disant si ça marche, moi, je vais devenir hyper puissant, je vais devenir un dieu ou je vais pouvoir être méga riche. Et si ça veut dire on prend un risque avec les générations humaines futures, avec la société, la démocratie, ils sont prêts à faire ce gamble-là. 99% des humains ne veulent pas faire ce gamble-là. Mais c'est eux qui prennent les décisions en ce moment, là. Pas seulement, mais ils ont beaucoup d'influence. Ah ouais, hein? Et cette mentalité-là, elle est répandue à la Silicon Valley? Oui. Elle est majoritaire? Dans une certaine petite frange de la population qui est dans le leadership de ces compagnies-là. Sans doute, oui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, mettez des pouces, abonnez-vous. Surtout, j'ai hâte de lire vos commentaires, de voir un petit peu tous les débats que ça pourrait susciter. Si vous avez rien à dire, vous tapez juste référencement, ce sera super.